Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Bertrand et aujourd'hui je voudrais vous parler et vous faire découvrir un logiciel dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Il s'agit d'Unreal Engine 5 en anglais plutôt, un logiciel qui vous permet de créer vous-même vos propres jeux vidéo. Alors, cet Unreal Engine, justement, il est utilisé par des gros studios. Square Enix, par exemple, a développé Final Fantasy VII Remake dessus, Kingdom Hearts, etc. Il y a vraiment plein de jeux qui ont été développés grâce à ce moteur. En tout cas, avec la version 4, puisque la version 5, justement, vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et déjà, des gros jeux, des grosses licences, comme The Witcher, par exemple, ont annoncé, justement, la création de cette nouvelle édition, The Witcher 4, ici dans ce cas-ci, sur la version 5 du moteur. Et donc, à part ces gros jeux, Unreal peut également être utilisé par vous, par moi, etc. pour créer vos propres jeux. Et aujourd'hui, justement, je veux vous faire découvrir tout ça, je veux vous permettre de faire vos premiers pas sur le moteur. Alors bien sûr, ça ne sera pas un cours complet parce que je pense qu'il faudrait facilement une cinquantaine d'heures pour couvrir ne fût-ce que vraiment le process complet, mais en tout cas, ça vous permettra peut-être déjà de vous sentir à l'aise et de vous dire « Ok, moi je veux aller plus loin, je veux continuer », donc c'est vraiment une vidéo pour les débutants. J'espère que ça vous plaira et juste avant ça, je voulais juste vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à être sur la chaîne. Ici, on va bientôt déjà toucher les 70 000 abonnés et c'est juste vraiment énorme. Donc un grand merci pour ça. Et si vous ne faites pas encore partie, on va dire de la famille, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre. Et nous, on est parti sur la découverte d'Unreal Engine. Ok, donc la première chose à faire, bien sûr, c'est d'installer l'Unreal Engine. Et pour ça, d'abord j'ai une bonne nouvelle que j'ai peut-être pas précisée pendant l'intro, c'est que c'est totalement gratuit, ou en tout cas, jusqu'à ce que vous ayez fait 1 million de dollars de bénéfices avec vos jeux. Donc, en gros, vous avez de la marge. Donc pour ça, rendez-vous sur le site d'installation d'Unreal Engine. Alors, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, je descends un peu. Et là, vous avez deux options possibles. Soit vous n'avez pas encore le launcher Epic, donc celui qui vous permet aussi de jouer à des jeux, etc., Fortnite par exemple. Dans ce cas-là, vous téléchargez et vous installez le launcher. Soit vous l'avez déjà et vous cliquez sur Open Launcher, ce qui devrait automatiquement vous faire venir le launcher d'Epic Games directement sur votre écran. Rendez-vous directement dans l'onglet Unreal Engine et allez dans l'option Bibliothèque. Ici, vous devriez voir très peu de choses ici, parce que c'est la première fois normalement que vous le lancez. Moi, j'ai déjà la version installée et des projets sur lesquels je suis déjà en train de travailler. En soi, tout ce que vous devez faire ici, c'est de venir sur version du moteur, cliquer sur le plus, et choisir la version que vous souhaitez installer. La version 5, dans ce cas-ci, alors moi elle est déjà installée, donc du coup il ne le propose pas, mais choisissez simplement la version 5 et lancez l'installation. A noter que vous pouvez faire cohabiter plusieurs versions d'Unreal Engine côte à côte. Donc si vous voulez travailler sur certains projets sur une version 4, et sur d'autres sur la version 5, vous pouvez le faire complètement. Donc moi, je vais cliquer sur la petite croix ici pour supprimer la deuxième version, parce que je travaille bien sur la version 5.0.2. Ça va commencer à se télécharger. Si vous voulez voir où ça en est, vous pouvez cliquer sur téléchargement ici, pour voir un petit peu l'évolution. Donc généralement, ça pèse assez lourd, mais vous pouvez ici laisser les options par défaut, faire suivant, et la version sera ensuite installée. Alors, juste une petite parenthèse pour vous dire qu'à côté, vous avez l'onglet Marché qui est ici. Le marché va vous permettre de trouver des assets. Donc, comprenez par des assets des modèles 3D, de la musique, des genres de petites extensions, etc. qui vont vous permettre de créer des jeux. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Et sachez que dans l'onglet Free for the Month, chaque mois, Epic Games va vous offrir un petit kit de 5 assets gratuits. Donc ici, vous voyez les assets du mois de juillet. Donc ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de les prendre parce que une fois que vous les avez, elles resteront sur votre compte. C'est comme si vous les aviez achetées, vous pouvez les utiliser pour n'importe quel jeu.
une fois que vous les avez achetés, ces assets, ils vont se retrouver dans l'onglet bibliothèque, ici en dessous. Et donc, maintenant, pour créer vos jeux, eh bien, vous avez comme une sorte de gros coffre à jouets qui vous donne déjà pas mal d'éléments de base. Et ça, c'est super important à savoir. Donc, une fois que c'est bon, une fois que c'est installé, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Lancer pour lancer Unreal Engine. Donc ici, après un petit peu de patience, surtout au premier lancement, on voit que l'éditeur va se lancer. Et l'éditeur, c'est justement là-dedans que vous allez travailler. Donc l'éditeur, en soi, eh bien, il va contenir plusieurs onglets ici. Donc vos projets récents, un onglet jeu, un onglet film, un onglet architecture et un onglet Automotive Product Design and Manufacturing. En gros, ces onglets vous permettent de déjà créer des projets préconfigurés en fonction de ce que vous voulez créer. Donc nous, notre idée, eh bien, c'est de créer un jeu vidéo. Donc je vais aller dans Games et on voit ici que vous avez plusieurs modèles de base qui sont prêts à être utilisés. Alors, eh bien, vous voyez du coup qu'on a les possibilités ici de venir choisir un projet de base comme template. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va venir choisir un jeu à la troisième personne, ce qui nous permettra par exemple de faire un platformer. Une fois qu'on a choisi le projet de base, on pourrait très bien partir d'un projet blanc, mais une fois qu'on a choisi notre projet de base, eh bien il ne nous reste plus qu'à choisir quelques options ici. Alors la première, c'est de savoir si on va faire du blueprint ou du C++. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien le blueprint, c'est un système qui va vous permettre de coder, mais de façon graphique. Donc c'est pas là où vous allez taper du code. En gros, vous allez avoir un système avec des nœuds que vous allez relier ensemble. On verra ça un petit peu plus par la suite, parce que c'est là-dessus qu'on va travailler. Mais vous pourriez très bien aussi vous dire, ok, non, moi je vais travailler directement en C++, c'est-à-dire en programmation, en ligne de code. Vous pouvez ensuite choisir si vous voulez viser un projet de desktop. Donc dans tout ce qui est desktop, on va aussi retrouver tout ce qui est console, etc. Donc PlayStation et compagnie. Ou un projet plutôt optimisé pour mobile ou pour tablette. Ou aussi pour casque de VR si vous voulez développer pour de la VR. Donc nous, on va choisir desktop. Ensuite, on peut choisir d'avoir le starter content, d'activer. Donc le starter content, c'est quoi? C'est quelques éléments de base qui vont vous permettre déjà de créer quelques petits trucs. Donc nous, on va le laisser activer. Comme ça, bien, vous verrez un petit peu ce que c'est. Et ensuite, on peut choisir d'activer ou non le ray tracing. Donc moi, je vais le laisser désactiver. Comme ça, voilà, ça ira sur plus ou moins tous les ordinateurs. Maintenant, vous pourrez très bien l'activer. Et sur un usage plus avancé, vous pouvez l'activer ou pas en fonction de la configuration de la machine. Donc, je vais laisser ça comme ça. Ici, je peux choisir le dossier dans lequel je vais venir installer mon jeu. Donc là, j'ai un dossier document / Unreal Projects. Donc, on va le créer ici. Et je vais appeler ça le Demo Project. Alors, vous ne pouvez pas mettre d'espace ni rien ici. Donc, choisissez vraiment un nom un petit peu normalisé comme celui-là. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Create. Donc ici, le moteur va se relancer et va vous ouvrir la fenêtre de votre projet. Vous allez voir qu'avec le contenu de base, eh bien, on a déjà quelque chose de fonctionnel directement, je vais dire, à la sortie. On va faire surtout un petit tour de l'interface parce qu'au début, ça peut peut-être faire un petit peu peur. Mais rassurez-vous, si on est bien guidé, on peut vraiment commencer à prendre ça en main directement. Mais avant de commencer la visite, eh bien, si c'est la première fois que vous lancez Unreal Engine 5, eh bien, du coup, on va quand même faire une ou deux petites modifs. On va aller dans Edit et on va aller ensuite dans Editor Preferences. Ici, vous réglez en fait les préférences liées à l'éditeur. Alors, vous voyez que souvent d'ailleurs, quand vous lancez une fenêtre, quand vous ouvrez quelque chose dans Unreal, il vous ouvre à chaque fois ça dans une fenêtre. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est prendre l'onglet et venir le glisser, voilà, à côté des autres, un petit peu comme dans un navigateur. C'est quand même plus simple sur votre écran. Et ensuite, eh bien, vous voyez qu'on a énormément de paramètres qu'on peut régler au niveau de l'éditeur et aussi au niveau du projet que je vous montrerai plus tard. Mais pour le coup, on va s'intéresser à une option vraiment en particulier. Eh bien, c'est celle qui vous permet de définir les touches de navigation parce que par défaut, souvent, il est en QWERTY et nous, on va essayer de s'adapter pour un clavier AZERTY, les claviers qui sont utilisés en France et en Belgique. Alors, du coup, pour ça, vous avez
Keyboard Shortcuts qui est ici. Vous en avez énormément. On va descendre quasiment tout au bout jusqu'à Viewport Navigation qui est ici. Et on va s'assurer que les touches correspondent bien. Donc en gros, assurez-vous bien que pour Forward, toujours dans Viewport Navigation, hein, vous avez Z pour aller devant donc. Backward, vous avez S ici. Left, vous avez Q. Et right, vous avez D. Simplement, grâce à ces raccourcis-là, eh bien, vous pouvez vous balader plus facilement dans votre jeu. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, je vais quitter l'éditeur Preferences. À noter qu'il n'y a pas besoin de cliquer sur sauvegarder. Dès que vous faites la modif, c'est pris en compte. Et maintenant, avant toute chose, eh bien, je vous disais qu'il y a quelque chose qui est déjà fonctionnel en fait, directement avec ce Starter Template. Eh bien, vous voyez que c'est le cas ici. On a une scène de base et si je vais cliquer sur Play, voilà, directement, on peut voir que ça fonctionne déjà. Donc là, je vais cliquer sur la fenêtre du jeu. Vous voyez, du coup, je suis vraiment dans le jeu. Si je bouge la souris, eh bien, ça va bouger la caméra. Si j'utilise les flèches directionnelles de mon clavier, je vais pouvoir comme ça me balader dans le monde. Donc on voit que par exemple aussi la fonction de saut, eh bien, elle est déjà disponible en elle-même. Donc je peux vraiment me balader comme ça sans aucun souci. J'appuie sur espace pour sauter et on voit déjà en fait que tout ça est déjà configuré. Donc ça c'est quand même quelque chose de vraiment cool à savoir déjà de base. Hop. Donc félicitations quelque part. Vous venez déjà de créer plus ou moins votre premier jeu, même si là vous êtes sur un starter template, eh bien vous voyez que on sait déjà l'exécuter et on sait déjà avoir ici une base. Et donc il faut imaginer par exemple qu'on pourrait très bien remplacer ici le squelette de base, donc notre petit héros ici aux effigies d'Unreal Engine. On pourrait le remplacer par notre propre modèle 3D ou pour un modèle 3D qu'on a trouvé. Pareil pour l'environnement, on pourrait changer un petit peu les textures. Et on aurait déjà presque un jeu de fonctionnel, en tout cas vraiment pour les mécanismes de base. Et donc ça, c'est vraiment cool. Et maintenant qu'on a vu ça, eh bien du coup, on va commencer à s'intéresser à tout ça dans les détails et on va voir justement comment ça fonctionne. Alors j'appuie sur Escape, donc la touche Escape, pour pouvoir quitter le jeu. Et du coup, eh bien, on va commencer à s'intéresser à tout ça. Alors, je vous l'ai dit ici, au milieu, on a notre monde. Et bien ici, si je fais par exemple un clic droit avec ma souris, donc vraiment clic droit, vous voyez que le curseur disparaît, et que si je bouge ma souris, eh bien, je vais bouger la caméra. Et si j'utilise les flèches directionnelles du clavier, eh bien, je vais pouvoir me balader assez librement dans le monde. Alors, à savoir que je vous ai fait changer les touches juste avant, pour pouvoir utiliser aussi QSDZ, comme dans beaucoup de jeux vidéo également, simplement pour pouvoir me balader de la même façon dans le monde. Donc je peux vraiment venir comme ça, bouger tout autour du monde. On voit que je peux bouger avec la souris, je peux bouger avec le clavier, donc vraiment presque comme un contrôle de jeu vidéo classique au final. Et comme ça, je peux vraiment venir faire un petit peu le tour du monde et pouvoir positionner ma caméra à l'endroit qui m'intéresse. Alors c'est la caméra de visualisation, bien entendu, c'est pas la caméra de jeu, c'est deux choses qui sont très différentes. Mais vous voyez déjà plus ou moins ici comment vous pouvez un peu vous balader dans votre monde pour pouvoir après modifier, éditer, etc. Tout ce que vous voulez. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est qu'on a parlé du clic droit. On va aller de droite à gauche sur la souris. On va parler du bouton du milieu, de la roulette en fait. La roulette, si je l'utilise, je vais pouvoir zoomer en fait et dézoomer simplement dans mon monde, tout simplement, sans aucun autre raccourci. Et maintenant, parlons au final du clic gauche. Alors le clic gauche, dès que je vais cliquer dessus, eh bien ça va me sélectionner un élément. Alors attention, quand je dis sélectionner, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Donc ici, vous voyez que vous avez plusieurs outils, successivement un outil de sélection, un outil de déplacement, un outil de rotation. D'ailleurs, vous voyez à chaque fois des petits changements dans l'interface par rapport à ce qui est sélectionné. Et un outil de mise à l'échelle. Ces outils-là, eh bien justement, ils peuvent être utilisés pour tout ça. C'est-à-dire que si je prends mon outil de déplacement ici, voilà, avec quelque chose que je sélectionne, eh bien je peux voir arriver 3 vecteurs, 3 flèches qui sont ici et qui me permettent de déplacer, voilà, simplement en cliquant sur la flèche, vous voyez qu'elle change un peu de couleur, je clique, je maintiens, et je peux déplacer n'importe quel élément
dans le monde, voilà, de la façon dont je souhaite. Si je veux annuler quelque chose que j'ai fait, eh bien je clique simplement sur Edit et je clique sur Undo. Voilà, tout simplement. Le raccourci, c'est comme beaucoup d'autres logiciels, quasiment tous en fait, c'est CTRL-Z. Voilà, petit raccourci à connaître si vous ne le connaissez pas encore. Alors, à gauche, je vois ici que moi personnellement, j'ai un panneau. Mais moi je vais l'enlever. Peut-être que vous voyez uniquement ça. Si vous voulez le réafficher, c'est un panneau qui vous permet d'ajouter d'autres acteurs, etc. C'est-à-dire d'autres éléments sur le jeu. Il vous suffit de faire Window et de choisir ensuite Place Actors. Moi personnellement, je conseillerais de le laisser parce que vraiment ici, vous allez pouvoir trouver tous les éléments qui sont de base inclus dans une reel et que vous pouvez ajouter. Je veux dire par exemple ici, je vais dans les formes, Shapes, et je veux ajouter un cube. Eh bien, il suffit de prendre le cube, de le glisser, et je vais pouvoir comme ça ajouter un cube directement où je souhaite dans mon jeu. Voilà, tout simplement. Voilà, je peux le déplacer comme je veux. Et alors, le petit raccourci sympa à connaître, voilà, si on veut le faire coller au sol, notre élément, une fois qu'il est sélectionné, j'appuie sur la touche End de mon clavier. Et directement, il va venir coller à l'élément le plus proche vers le bas. Donc ça, c'est un petit raccourci sympa à connaître, mais vous voyez déjà comment je peux venir ici ajouter des éléments. Et vous voyez que je peux ajouter une sphère, je peux ajouter un cube, etc. Voilà, et ensuite, je peux venir à chaque fois le déplacer, le redimensionner. Et si je veux le supprimer, j'appuie sur Delete, tout simplement. Moi, je vais ajouter un deuxième cube, par exemple. Voilà, je vais faire un genre de petit escalier de base. Hop, des petites plateformes. Voilà, on est vraiment ici pour découvrir le moteur. Hein. Voilà, je déplace le troisième. J'utilise l'outil, par exemple, ici, de mise à l'échelle. Voilà, et je viens sur celui du centre. Ici, vous voyez, c'est un peu le même principe. Mais là, ça sera à chaque fois une seule dimension. Donc là, pour l'instant, ça peut être sympa, mais méfiez-vous, quand on va appliquer de la texture, on procède de la sorte, ça aura tendance à déformer un petit peu nos textures. Donc je vais annuler. Et je vais venir simplement faire de la mise à l'échelle ici. Hop, voilà. Et ici, si je fais un coup de play, eh bien, on peut voir que directement, eh bien, nos plateformes, hop, je peux venir dessus, tout simplement. Hop. Voilà, et les utiliser comme bon me semble. Donc voilà, vous venez déjà de modifier un petit peu quelque part le template de base et commencer un petit peu à vous l'approprier. Donc ça, c'est déjà pour quelques éléments de base. J'appuie sur Escape pour quitter le jeu et on continue un petit peu notre découverte. Donc justement ici, ben, on a ce bouton Play qui permet de lancer un jeu, le bouton Stop qui permet de l'arrêter, ou Escape tout simplement. Vous avez ici la possibilité de sauvegarder le niveau courant. Alors ça, à chaque fois, ça sera l'élément en cours qui sera sauvegardé quand on appuie là, le niveau ici. Si on veut tout sauvegarder, si on a plusieurs choses qui sont ouvertes, moi ce que je vous conseillerais de faire souvent, c'est de faire un coup de Fail et ensuite choisir Save All. Le raccourci, c'est CTRL-SHIFT-S. Il est assez pratique à connaître dans les faits. Quand on clique dessus, voilà, ça sauvegarde tout ce qui est ouvert, tout ce qu'on a modifié. Et du coup, vous êtes sûr de ne rien oublier au passage. Donc, à part ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va retrouver dans une reel qui est assez intéressant? Eh bien, on va retrouver quand même ici, à droite, un onglet Outliner et ici, un onglet Details. Donc, c'est quoi cet onglet Outliners? Eh bien, c'est tout ce qui est contenu dans votre monde. D'ailleurs, vous voyez que quand je clique sur quelque chose ici, eh bien, ça me le sélectionne aussi directement dans l'Outliners. De la même façon, quand je clique ici, ou ici, voilà, vous voyez que ça me sélectionne directement aussi dans le monde. Donc voilà, ça c'est vraiment une autre représentation de ce qui se trouve ici au final. Donc c'est tous les éléments simplement qui sont contenus dans votre monde, et il y a des choses qui sont ici qu'on pourrait moins voir. Par exemple, vous avez ici un skylight. Le skylight, c'est justement la réflexion de la lumière du ciel, par exemple. Ou une lumière directionnelle ici, directional light. Vous voyez que c'est dans un dossier Lightning par défaut. Et ce directional light ici, c'est quoi? Eh bien, simplement, c'est la lumière principale, on va dire, de votre jeu. D'ailleurs, si je la supprime, je clique ici, et j'appuie sur Delete. Eh bien, vous voyez directement le résultat, la lumière principale, elle est partie et il n'y a plus rien d'éclairé. Donc, je fais un coup de CTRL-Z pour refaire revenir ma lumière.
Et attention, maintenant, on va commencer à s'intéresser aux choses un petit peu plus en détail. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur n'importe quel élément, d'ailleurs vous le voyez bien ici, eh bien vous voyez que les éléments qui sont ici, dans Details, changent. Details, c'est quoi au final? Eh bien, c'est un petit peu, on pourrait dire, les propriétés de l'élément que vous avez sélectionné. Je reprends la lumière directionnelle, qui est au final un petit peu comme la lumière du soleil. Hein. Si je dois un petit peu résumer, eh bien si je change, vous voyez ici qu'on a la location, la rotation et le scale, donc le scale c'est l'échelle. Si je viens bouger rotation, par exemple ici, eh bien vous voyez que ça a un effet sur les ombres, sur la lumière, etc. Un petit peu comme si le soleil avançait comme ça dans la journée. Que ici par exemple, voilà, on arrivait tôt le matin, hop, et on arrive au soir tout doucement. Voilà, c'est un petit peu simplifié ce que je vous dis, mais dans les faits, on y est quasi, quoi. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre dans l'onglet Details, eh bien, c'est que vous allez retrouver justement toutes les propriétés de l'élément que vous avez sélectionné. Vous vous souvenez du cube qu'on a placé tout à l'heure? Eh bien, on pourrait très bien venir ici et changer directement son échelle à ce niveau-ci. Donc là, par exemple, je pourrais passer à 5. Et vous voyez directement que le cube, eh bien, il change ses proportions. Donc ici, j'annule. C'était plus pour la démo. Donc, voilà l'idée vraiment en général. Alors, il y a encore une dernière chose dans l'interface qui est très importante, qu'on n'a pas encore vue. C'est le Content Drawer qui est juste ici. Donc le Content Drawer, quand j'appuie dessus, eh bien, vous voyez qu'on a une petite fenêtre qui vient s'ouvrir. Donc, je vais l'agrandir un petit peu, cette petite fenêtre. Et celle-là, eh bien, c'est quoi? C'est tous les fichiers qui sont dans votre projet. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu qu'on avait un caractère, un personnage, qu'on a vu qu'on avait voilà, des éléments de base. Eh bien, tous ces éléments vont se trouver ici. Donc, par exemple, si je viens sur caractère, je retrouve ici tout ce qui a été utilisé pour justement pour avoir ce caractère de base, ce personnage de base. Par exemple, je peux retrouver son meshes, son mesh, ça veut dire sa modélisation 3D, par exemple. Voilà, je peux venir double-cliquer dessus, par exemple, et là aussi, vous voyez qu'on a une fenêtre qui vient s'ouvrir avec des options vraiment spécifiques pour l'élément. Alors là, on ne va pas aller plus dans le détail à ce niveau-ci. Tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, par exemple, à ce niveau-ci, c'est que dans une reel, vous avez la fenêtre principale que je viens de vous montrer, et ensuite, vous avez tout un tas d'autres fenêtres, sous-fenêtres, etc. avec des fonctions qui sont au final bien précises. Je veux dire qui dépendent un petit peu du contexte de ce que vous ouvrez en fait. Ici, par exemple, vous avez toutes les possibilités d'influer un petit peu sur le modèle 3D de ce personnage. Donc là, je vais la quitter pour l'instant, cette petite fenêtre. Mais je voulais vraiment vous montrer ça. Par exemple, si j'ouvre quelque chose à un autre type, par exemple le squelette du personnage, donc je double-clique ici, vous voyez qu'on a encore une fois un autre écran un peu particulier. On verra si on a le temps dans cette vidéo, ou si ça sera dans une autre, de parler un petit peu tout ça en détail. Je veux juste vraiment vous montrer, comme je vous l'ai dit, que sur une reel, vous avez cette fenêtre principale qui est ici, qui contient vraiment votre niveau, et ensuite vous avez tout un tas d'autres outils, d'autres sous-fenêtres qui vous permettent d'éditer des choses précises, et là aussi vous pouvez d'ailleurs venir à chaque fois les placer comme onglets et donc les avoir ouvertes en simultané. Vous voyez bien les différences, hein. Tous les menus, etc. changent. Il ne faut pas être dérouté par rapport à ça. On va rentrer là-dedans progressivement. Et on verra, comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, peut-être dans d'autres, si le sujet vous intéresse, que vous me dites ouais, c'est cool d'avoir découvert ça, moi j'aimerais bien qu'on aille plus loin, pourquoi pas faire une vidéo 2, une 3, une 4, une 5, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment. Alors nous, on va continuer un petit peu. Et donc, il y a vraiment deux moyens d'ajouter des choses dans votre monde, hein. C'est de passer soit par ici, par le Place Actors qu'on a déjà vu, ou alors d'aller dans notre Content Drawer, chercher quelque chose qui nous intéresse, et de venir l'ajouter directement. Donc, si on va dans Level Prototyping, par exemple, ici, vous voyez à gauche, on a un volet de navigation qui nous permet exactement de venir se balader aussi ici dans ce qu'on veut. Eh bien, je peux venir dans Meshes, ici, et vous voyez que par exemple, là, les cubes bleus, comme ça, eh bien, ils sont ici. Et je peux juste venir le prendre et venir le glisser où je veux sur mon monde. Donc une fois que je l'ai glissé, pareil, je peux utiliser l'outil de déplacement pour venir le travailler comme je veux. Et je pourrais en placer plusieurs pour créer un petit début de jeu de plateforme, par exemple un genre de petit escalier, quelque chose comme ça, par exemple. Et donc là, je vais cliquer sur Play et on va voir voilà, justement que ça a bien été ajouté ici. On le voit bien. Hop.
Alors j'ai raté. Hop, voilà. Donc là, on voit que j'aurais peut-être dû en ajouter un deuxième. Hein. Hop. Donc voilà, vraiment deux façons. Soit je passe ici à gauche, soit je viens chercher quelque chose présent dans mes assets. Donc les assets, effectivement, c'est un petit peu tout ce qu'on peut ajouter dans notre jeu. Voilà, ici. Et venir l'ajouter. Alors des assets, par contre, il y en a différents types. Hein. Là, on travaille sur des static mesh. Donc les static mesh, ben, c'est de la 3D, grosso modo, d'accord. C'est de la 3D qui ne va pas être animée. Mais on peut retrouver, par exemple, ce qu'on appelle ici des matériaux. Alors les matériaux, c'est quoi? Ben, c'est justement... je ne vais pas dire des textures parce que les matériaux intègrent des textures, mais comprenez ça comme ça dans un premier temps. C'est ce qu'on peut venir appliquer sur nos objets. Donc par exemple ici, si je prends un matériel, ici dans le dossier Materials, on a ici, c'est indiqué à chaque fois le type en bas ici de ce que j'ai. Voilà, je prends celui-là par exemple et je viens le glisser. Alors je vais rétrécir un peu ou changer un petit peu ma vue parce que sinon je ne vois pas mon objet. Mais je vais prendre mon matériel et je vais glisser sur mon objet. Et on voit que ça s'applique directement. Alors il y a un deuxième moyen de le changer, c'est de venir choisir l'objet, par exemple ici. Et dans les details, eh bien, vous voyez justement qu'on a un élément material. Et ici, quand vous cliquez sur le nom du matériel, eh bien, vous retrouvez déjà tout ce qui est intégré de base. Donc par exemple, de base, on va retrouver dans le starter content un matériel de briques. Donc voilà, je clique ici et j'en sélectionne un autre. Et je peux venir encore une fois changer et choisir le matériel que je souhaite pour mon élément. Et là, vous le voyez aussi. On va regarder ce que ça donne en jeu encore une fois. Mais vous voyez du coup que j'ai changé en gros le revêtement de mon modèle 3D. Donc ici, j'avais mis des cubes de base et les cubes, eh bien, je les ai customisés en fonction des matériaux. Alors ces matériaux, ces objets, etc., justement, que je vous en parlais, on peut aller dans la marketplace d'Unreal pour aller en chercher. C'est le moyen le plus simple. Et comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas tous gratuits. Et donc pour ça, pour aller en chercher, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais reprendre le launcher d'Epic Games, voilà, qui est dans la zone de notification en bas à droite, là, sur votre ordi. Je vais dans Marché. Voilà, tout simplement. Et je vais aller en chercher un qui pourrait être intéressant. Donc, chercher les ressources gratuites. Et on va aller chercher le Permanently Free Collection. Donc, les objets qui seront gratuits de façon permanente. Et pour ça, on va aller chercher quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc, je vois ici, eh bien, Quadruped Fantasy Creators, par exemple. Donc, je vais cliquer dessus. Si vous ne le trouvez pas, eh bien, vous suffit de taper ça ici, dans la barre de recherche. Ouais, je vais le faire. Je fais un coup d'Enter et je vais le retrouver tout simplement. Eh bien, vous voyez qu'on a le bouton gratuit. Donc, je clique dessus. Attention, comme j'ai dit, il y a des assets qui sont payantes, hein, bien sûr. Voilà. Et je clique sur « Ajouter au projet ». Je choisis ensuite mon démo project et je clique sur « Ajouter au projet ». À partir de là, Unreal va télécharger les modèles 3D, les assets, etc. et les importer tout simplement dans mon projet. Donc, il suffit d'attendre un petit peu que la barre de téléchargement se termine. Quand c'est fait, rendez-vous simplement dans votre dossier Content, donc le dossier qui est vraiment ici à la racine dans votre Content Drawer, et vous allez retrouver un dossier qui contient vos assets. Donc ici, on est dans Quadruped Creatures, par exemple. Je vais double-cliquer dessus. Je m'excuse au passage pour mon accent anglais depuis le début. Et du coup, maintenant, je vais retrouver, voilà ici, par exemple, un dossier Griffon. Donc, je vais prendre le dossier Griffon. Et je vais retrouver tout ce qui compose le truc. Alors, je pourrais utiliser tout ça, voilà, pour créer un griffon animé, etc. Je ne sais pas si on aura le temps de voir ça encore une fois dans cette vidéo, mais comme je vous le dis, on pourrait très bien envisager plusieurs. Et je vais sur Meshes. Et ici, je vais trouver par exemple le mesh de mon dragon. Donc, on a un skeletal mesh. C'est quoi la différence par rapport à un static mesh? Eh bien, c'est que le skeletal mesh, on va pouvoir, grâce à des animations, le faire bouger. Donc, par exemple, faire bouger ses ailes, ses pattes, etc. Pareil, si on met un héros principal qui va bouger avec des jambes et des bras et compagnie, le skeletal mesh, on va pouvoir animer tout ça. Ce qui n'est pas le cas du static mesh, qui est là, voilà, très statique.
Par exemple, le cube qui est ici pourrait s'apparenter à un statical mesh. Donc je vais prendre le SK Griffon et je vais le déplacer. Voilà, on va attendre qu'il importe le truc correctement. Et on voit justement du coup que là, voilà, il est importé. Et on le retrouve ici aussi sur notre outliner. Donc on voit qu'on a notre griffon. Et maintenant, si je me baladais en jeu, donc je clique sur play, bon, on voit notre griffon justement qui est importé dans le jeu. Alors comme je vous le dis ici, on n'a pas encore créé des animations, etc. Donc on voit qu'on a juste le griffon en soi. Donc là, ce que je vous ai montré, ça pourrait être bien pour intégrer par exemple des maisons, des choses comme ça. Mais on pourrait très bien venir dans un second temps, justement, gérer tout ce qui est animation. Encore une fois, là, ça demanderait vraiment une vidéo à part entière. Ici, on est plus, comme je vous dis, dans une visite guidée qui devrait vous donner envie de vous y mettre. En tout cas, je l'espère sincèrement. Mais l'idée, voilà, elle est là. Vous voyez un petit peu comment intégrer des choses que vous pourriez aimer, que vous pourriez avoir ici dans votre jeu. Alors, je vais essayer de sauter dessus. Ouais, trop bien. Et donc, du coup, voilà, l'idée principale ici, elle est là. On a été rechercher un élément dans les assets qui étaient offerts sur l'asset store. Et on l'a sur le marché. Et du coup, ici, on l'a intégré dans notre jeu. Et avec ça, vous savez déjà faire pas mal de choses. Alors, soit ça, soit, comme je vous l'ai dit, utiliser un logiciel comme Blender pour modéliser ce qui vous intéresse. Donc, maintenant qu'on a vu déjà pas mal de choses sur Unreal, en tout cas vraiment concernant les bases, j'aimerais qu'on voit ensemble quelques mécaniques de jeu, parce que vous devez avoir à ce stade-ci vraiment plein de questions. Tiens, comment ça se fait que le personnage il sache bouger au final? Comment ça se fait qu'il apparaisse pour démarrer le jeu? Comment le jeu sait que c'est ce personnage-là qu'on choisit, etc. Eh bien tout ça, on va voir ça ensemble maintenant. Et pour ça maintenant, voilà, comme je vous le dis, on va vraiment s'intéresser un petit peu aux mécaniques qui font qu'un jeu sur Unreal fonctionne. Et pour ça, premièrement, on va commencer en prenant un petit peu comme fil conducteur notre perso. Vous voyez bien notre perso de base, il n'est pas là. Il n'est pas là et quand on appuie sur play, il apparaît à un endroit précis du niveau, ici. Et on peut commencer à jouer avec. Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on a un élément dans notre outliner qui est ici, qui s'appelle le player start. Alors, je descends un petit peu, on va le trouver. Voilà, il est ici. Et ce player start, c'est quoi? Eh bien, c'est l'endroit auquel notre personnage, en fait, il va être instancié dans le jeu. Donc voilà, je peux double-cliquer d'ailleurs ici sur un élément pour retrouver où il est dans la map. Vous voyez? Donc voilà, là, je suis sur player start. Et je vois qu'ici, eh bien, j'ai cette capsule-là. J'ai cet endroit-là. Et cet élément-là, en fait, il définit là où le perso commence. Je veux dire, si je viens le bouger, par exemple, voilà ici. Et je viens le mettre au-dessus du griffon. Alors attention, vraiment au-dessus. Voilà, du griffon, pas dedans. Vous voyez qu'il met bad size, ça veut dire que voilà, il y a une collision et du coup, ça risque de pas bien fonctionner. Donc voilà, je le mets vraiment au-dessus et je clique sur play maintenant. Eh bien, vous voyez que directement, eh bien, mon perso, il commence ici au-dessus du griffon. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses, mais ça nous a pas encore défini. Qu'est-ce qui nous dit que, attention, c'est bien ce personnage-là qui doit commencer? Eh bien, ce qui fait ça, en fait, c'est le game mode. Le game mode, c'est quoi? C'est un fichier, alors on va voir ça un petit peu plus en détail, qui va indiquer pas mal de choses en fait sur la façon dont le niveau doit être joué. Et notamment, quel est le personnage de base qui doit être sélectionné. Et donc pour ça, pour le trouver, on va faire un coup de Edit et on va aller dans les Project Settings. Et vous allez voir que dans les Project Settings, il y aura pas mal de choses qui seront intéressantes. Et pour ça, maintenant, on va aller dans Maps and Modes. Ici, on a plusieurs choses, comme par exemple, quelle est la map par défaut du jeu? Donc ici, on n'en a qu'une. Il y en a peut-être plusieurs qui sont dispo, voilà ici, parce qu'on a fait plusieurs imports, etc. Mais ici, dans ce cas-ci, on est sur la third person map. Donc c'est bien cette map-ci, vous voyez qu'elle s'appelle bien third person map. Et du coup, voilà, c'est là où c'est défini. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est le default game mode. Ce game mode, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui définit notamment quel est le personnage qui va devoir être instancié. Et pour le retrouver, on peut très bien appuyer ici, Browse to Asset in Content Browser. Et vous voyez que du coup, on a un onglet qui apparaît. Je vais le remettre ici. C'est jamais que le même que celui qu'on avait en bas, hein, quand on met ici, Content Browser qui est ici. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et on voit qu'il est dans Third Person et qu'il est dans Blueprints. Et qu'on retrouve ici justement notre Game Mode. Et d'ailleurs, on a une deuxième chose qui est très intéressante, c'est notre caractère qui est ici. Je vous propose d'ouvrir les deux. Donc, je vais double-cliquer sur le Game Mode.
Voilà, je vais venir le mettre ici. Et je vais double-cliquer aussi sur le caractère que je vais mettre ici également. Et comme ça nous permettrait déjà de comprendre pas mal de processus. D'ailleurs, je peux faire Open Full Blueprint Editor ici sur celui du Game Mode pour retrouver vraiment cette fenêtre aussi avec laquelle j'ai l'habitude de bosser. Ici, en fait, ce Game Mode, comme je vous l'ai dit, il gère pas mal de choses de base. Et si vous allez ici, donc dans cette fenêtre à droite, la Details, qui est d'ailleurs accessible depuis n'importe quel onglet ici, mais ça on y reviendra plutôt dans le personnage, dans le Game Mode. Je ne vais pas dire que c'est pas important, bien du contraire, surtout l'event graph qui est ici, mais ça sera plus clair au niveau des explications pour le personnage. Vous voyez, il y a des choses ici, mais ça, on y viendra. Là, on a le Game Mode. Et ici, dans Details à droite, justement, vous voyez qu'on a plein de petites options, et notamment, si on va ici, vous avez un Default Pawn Class. Alors, c'est quoi un pawn, justement? C'est un perso que vous allez pouvoir contrôler. Et vous voyez qu'ici, il est par défaut sur BP Third Person Character. Et c'est justement le deuxième dossier que je vous ai demandé d'ouvrir. Vous voyez, on a les deux ici. Et ce Third Person Character, c'est quoi? Si on vient ici et qu'on vient dans Viewport, c'est justement notre personnage avec la caméra et tout, mais on va y revenir dans quelques instants. Je reviens ici et justement, je vois que c'est ça qui nous intéresse. Bien pour vous montrer qu'ici, donc si jamais vous n'avez pas les options par contre, hein, simplement vous cliquez ici, voilà, BP Third Person Game Mode, et vous retrouvez les options qui sont ici. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais bien pour vous dire que ce Game Mode, il va définir vraiment beaucoup de choses qui se passent dans votre jeu. Il va vous permettre aussi de coder des choses, etc. Donc c'est vraiment un endroit central. Si vous faites des formations, si vous allez plus loin ou si on fait d'autres vidéos ensemble, on va vraiment beaucoup l'utiliser, ce Game Mode. Mais voilà, notamment, comme je vous l'ai dit, eh bien, il vient ici vous permettre de définir quel est le personnage principal qui est utilisé. Alors maintenant, parlons-en du personnage. Je reviens sur l'onglet Third Person Character. Donc si vous ne l'avez pas vraiment, vous allez ici sur Content. Vous allez dans Third Person, vous allez dans Blueprints et vous allez dans Third Person Character et vous ouvrez cet onglet-là. Alors ici, voilà, là c'est ce qu'on appelle l'éditeur de Blueprints, en tout cas on va appeler ça comme ça. Et ici il faut comprendre justement ce qu'est un Blueprint, par exemple, par rapport à notre dragon qu'on a ici. Là notre dragon c'est quoi? C'est un skeletal mesh. Ça veut dire voilà, c'est un objet 3D, mais c'est plus ou moins tout ce que c'est. Voilà. On n'a pas de code derrière, on n'a pas plusieurs composants qui viennent s'intégrer dedans, etc. Non, c'est juste notre skeletal mesh. Voilà, tout simplement. Si on vient ici, bah, c'est juste un mesh, c'est juste un static mesh, c'est juste un cube. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui vient s'ajouter. La différence, c'est quoi par rapport à un blueprint? Un blueprint, ça sera toujours composé de plusieurs choses. Ça sera toujours composé de composants, justement. Donc, par composant, on peut entendre pas mal de choses. Ici, sur celui-ci, on retrouve un skeletal mesh qui est d'ailleurs animé. On retrouve une caméra et on retrouve aussi un composant caractère movement. Alors là, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Quand je viens choisir un composant ici, vous voyez que le bon composant vient sélectionner directement ici. De l'inverse, je peux venir en sélectionner un ici et il vient sélectionner à droite. Donc voilà, c'est vraiment la même chose. Et on voit qu'il y a ici aussi un autre composant qui s'appelle le Character Movement. Et c'est ce composant-là qui permet de gérer le mouvement de votre personnage, en fait, tout simplement. Alors, quand je dis gérer le mouvement, ça veut dire que, voilà, ici, ce composant-là, il va définir, c'est un truc qui est préintégré à une reel et qui va gérer tout un tas de choses. Par exemple, on pourrait très bien gérer la vitesse de marche. Donc, si je le choisis, je viens ici et je choisis le Max Wall Speed, et je passe à 5000 plutôt qu'à 500 de base. Voilà. Et je fais un coup de compile qui est ici. Ah ben maintenant, quand je vais cliquer sur play, on a toujours le perso qui se lance. Mais si je marche, ah ben vous voyez, là, il est parti en mode parcours, quoi. Il court à fond, hyper rapidement, etc. Voilà, tout simplement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, là on est sur quelque chose de très visuel, donc je vais quand même rechoisir mon caractère movement et je repasse à 500, ça sera quand même beaucoup plus simple pour les tests. Voilà, c'est mieux. Donc je clique, je fais Enter, mais vous trouvez d'autres onglets. Le Construction Script qui est ici et l'Event Graph qui est ici. Alors le Construction Script, on va pas tellement en parler tout de suite. Moi ce qui m'intéresse surtout maintenant, c'est l'Event Graph qui est ici parce que là on voit vraiment le code Blueprint
que je vous parlais justement au début de la vidéo. C'est quoi ce code blueprint au final? Eh bien, c'est l'équivalent, je vous avais parlé d'un système à base de nœuds, etc. Le voici. C'est l'équivalent d'un code, mais voilà, de façon plus visuelle. Donc, c'est très bien pour débuter, pour prototyper. Il y a des gens entiers qui tournent avec ce système de blueprint. Ça fonctionne très bien. C'est un peu moins performant que l'équivalent codé en C++. Mais ça vous permet déjà de faire énormément de choses. Et donc, dans cet event graph qui est ici, eh bien, on voit justement qu'on a tout le code ici de notre personnage. Si ça peut aller à gauche, à droite, etc., si ça peut avancer et répondre aux touches, c'est bien parce qu'on a ça. Je vais prendre un exemple. Voilà, je peux zoomer, dézoomer, je peux déplacer ça en cliquant droit avec la souris. Vous voyez, ça fait une forme de main et puis je peux le déplacer. Et je vais venir, par exemple, sur Input Axis, Move Forward, Backward. Et vous voyez qu'ici, on a une fonction Add Movement Input, qui est en fait une fonction qui vient se référer à Character Movement qui est ici, et qui va déclencher en fait quand on appuie sur la touche au bas, qui va permettre en fait de dire au personnage « Ok, il faut marcher ». Voilà, tout simplement. L'idée, elle est là. Je ne vous demande pas de comprendre vraiment le fonctionnement à fond à ce niveau-ci. Je pense que ça pourrait encore vraiment faire l'objet d'une vidéo vraiment très précise. Je pense que ça pourrait d'ailleurs être une des prochaines que je sortirai sur le sujet. Mais en tout cas, vous comprenez un petit peu l'idée. Et surtout, vous voyez que ça répond en fait à des événements. Là, on a l'input axis move forward backward. C'est quoi en fait cet événement? C'est ce qui se passe quand on appuie sur une des touches. Et justement, comment est-ce qu'on peut venir définir ça? Eh bien, ça reste dans les project settings. Dans les project settings, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici quelque chose qui s'appelle Input. Voilà ici dans Engine. Et dans Input, on a quoi? On a des Action Mappings, on a des Axis Mappings. Et ici, par exemple, si on va déplier les Axis Mappings, eh bien, on voit qu'on a un Move Forward Backward qui est présent. Et ici, si je déplie toujours, on voit toutes les touches à laquelle c'est affecté. Donc, on peut en affecter plusieurs. Vous voyez que là, on a 1 ou moins 1. Simplement, 1, c'est pour dire, OK, ça envoie une valeur positive, donc on va aller vers l'avant. Moins 1, ça envoie une valeur négative, donc on va aller vers l'arrière. Mais on voit aussi que, par exemple, ça a été affecté au gamepad, qui est ici, et aussi aux touches Up et Down de notre clavier. Donc, vous voyez, là, on a W et S, par exemple, dans notre jeu. Au niveau des touches, pour un clavier QWERTY, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Si on voulait adapter ça pour un AZERTY, eh bien, il faudrait que le W, je viens de le changer en Z, donc je clique ici, j'appuie sur Z, ça nous le propose, Keyboard Z. Et ici, pour aller vers le bas, on a bien S, donc ça c'est bon. Et pour le Move Right Left, on peut faire pareil. Donc là, c'est A par défaut parce qu'on est sur un QWERTY. Mais on pourrait venir sur Q. Voilà, je clique sur Q. Et ici, c'est bien D, donc là, on est d'accord. Une fois que les modifications là sont faites, si je reviens maintenant relancer mon jeu encore une fois, je clique sur Play. Eh bien, on voit que, voilà, maintenant, alors ça se voit pas très bien parce que forcément, vous voyez pas mes mains, mais ici, le mapping sur le clavier, eh bien, il correspond vraiment très bien à ce que je veux, en fait. Et donc ça, c'est vraiment cool parce que du coup, voilà, on a pu adapter et on peut adapter comme ça en fonction de différents claviers, différentes manettes, etc. Encore une fois, ici, c'est vraiment une visite, mais là, vous comprenez du coup un petit peu mieux le fonctionnement. Le game mode va dire, OK, quand on démarre le jeu, eh ben, c'est ce personnage-là qui doit être chargé, le BP Third Person Character, qui a été livré de base avec le Starter Content. Ce caractère, bien, il comporte plusieurs choses. Vous voyez ici, c'est un blueprint. Donc voilà, le blueprint peut vraiment comporter plein de choses. Il comporte un skeletal mesh qui est animé, dont on a déjà parlé. Il comporte une caméra. C'est la caméra qui filme l'action pendant le jeu. On pourrait la modifier. Par exemple, voilà, si je viens la descendre et que je la mets limite au niveau du sol, voilà, et que je clique, oui, quand on fait des modifications ici, il faut cliquer sur Compile pour que les modifications s'appliquent bien. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, je clique sur Play. Et vous voyez que du coup, voilà, ma caméra, par défaut, elle vient ici au niveau du sol, donc c'est totalement injouable. Je peux, voilà, ici, hop, c'est vraiment pas jouable du tout. Sauf si je viens vraiment avec la souris, mais vous voyez du coup un petit peu l'effet que ça a eu, quoi. C'est vraiment pour vous montrer. Donc je vais annuler ça, je vais revenir ici et je vais faire un CTRL Z pour remettre la caméra
au bon endroit, mais vous voyez vraiment du coup le lien entre tout ça. Le blueprint, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de composants, tels que je vous ai montré, et de fonctionnalités, on va dire, de code. Encore une fois, on pourrait voir tout ça dans une vidéo à part, mais vraiment pour une petite démonstration, voilà, on va faire quelque chose de très simple, on va faire en sorte de modifier un petit peu la vitesse de déplacement de notre personnage, juste pour que vous voyez un petit peu le concept. Encore une fois, laissez-vous guider, vous ne posez pas trop de questions parce que voilà, ici, on est vraiment dans une visite guidée. Mais je pourrais me dire que bah voilà, quand j'appuie sur la touche Shift, eh bien, mon personnage, il va plus vite. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? On va utiliser à peu près tout ce qu'on a vu maintenant. On va aller dans les Project Settings et on va ajouter un Action Mappings ici. Donc je vais cliquer sur le plus. Et on va dire que je vais l'appeler courir. Voilà, tout simplement. Et je vais lui affecter une touche à cet Action Mappings. Donc, je vais cliquer ici et je vais dire que je veux le Shift. Et on voit qu'on a le Shift de gauche ou de droite. Donc, le Shift, bah, c'est la petite touche majuscule. Hein. Donc, je vais dire la touche de gauche. Et mon Action Mapping, il est fait. Donc là, j'ai créé la possibilité d'appuyer sur un bouton, en fait. Et je vais ensuite venir sur mon blueprint ici pour rajouter le traitement de ça. Donc, je vais faire un clic droit. Et vous voyez que quand je fais un clic droit, tout simple, je vois tout ce qu'il y a possibilité de faire. Encore une fois, là, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc, on ne va pas insister là-dessus. Mais on a un événement courir qu'on a créé, en fait. C'est ce qu'on a fait précédemment. Donc, je tape cours, je commence à taper ça. Et on voit qu'ici, on a l'événement courir qu'on a créé qui apparaît. Quand c'est fait, bah, je vais dire quand c'est pressé, on va faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand c'est pressé? On va reprendre notre caractère movement qui est ici. On peut très bien venir le glisser. Vous voyez, je le prends, je viens le glisser là où il y a mon blueprint. Et ce caractère movement, bah, du coup, je vais pouvoir accéder en fait avec mon blueprint aux options qu'on a ici. Et qu'est-ce qu'on avait modifié tout à l'heure comme option? Eh bien, on avait modifié le max work speed. Et donc, je viens. Je prends en fait, vous voyez ici, là, je prends directement à partir de la petite pastille bleue pour tirer une sorte de nœud. Et je lâche. Et là, je lui dis, OK, je veux max work speed. Et là, vous voyez qu'on a set max work speed. Donc voilà, set, ça veut dire définir en fait. Donc je clique dessus. Et ce que je vais faire, simplement, je vais venir relier. Vous voyez que là, à l'événement, il y a le pressed. Donc c'est-à-dire quand on presse le bouton. Voilà. Hop, et je vais venir le relier ici à ce pin-là en haut. D'accord? Donc voilà. Là, ça veut dire clairement, quand c'est pressé, hop, on envoie ici. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on change la vitesse. Et là, qu'est-ce que je veux faire au final? Eh bien, ce max work speed, eh bien, je veux le définir à 1200. Je valide avec Enter. Ce qui fait que quand je vais appuyer sur mon bouton, ça va définir la vitesse à 1200 au niveau du caractère movement. Et donc, du coup, il va courir, quoi. Et donc, quand je le relâche, je vais devoir faire une chose aussi, sinon il va continuer à avoir toujours cette vitesse-là. C'est que je vais devoir remettre la vitesse à 600. Et donc, pour ça, je peux repartir du même node qui est ici. Je vais glisser ici un deuxième nœud. Je vais lui dire OK. Je vais toujours faire un set de max work speed ici. Sauf que du coup, voilà, le released, hop. Je viens ici, et alors attention, là on peut double-cliquer, ça c'est le souci du détail, mais on peut double-cliquer, vous voyez, pour ajouter un genre de petit point, et on peut le déplacer pour que ça soit plus joli, et plus lisible surtout. C'est pas une question de plus joli, c'est une question de plus visible, c'est surtout ça qui est important. Hop, et donc du coup, là le max work speed, je vais le replacer à 600. Je valide avec Enter, je clique sur Compile, ici, et je relance le jeu pour tester. Et là on voit que de base, voilà, je marche tranquillement. Hop, ouais, exactement. Enfin, je cours déjà un peu, quoi, mais l'idée, elle est là. Mais maintenant, si je fais Shift, hop, eh bien, elle accélère. Et je relâche, il revient à la vitesse normale. Je fais Shift, ça accélère. Voilà, je relâche, normal. Donc, accélérer, normal, accélérer, normal, accélérer, normal. Vous comprenez l'idée, d'accord? Donc ici, voilà, vraiment pour vous montrer que, c'est vrai que quand on voit ça de base, je vais dézoomer avec la roulette. On peut se dire, ouais, c'est un peu magique, ça peut faire un peu peur, etc. Mais vous voyez qu'ici, on vient d'ajouter une fonctionnalité qui existe dans beaucoup de jeux vidéo. Et on l'a fait en 2-3 minutes.
assez facilement. Donc c'est vraiment ça, il ne faut pas se décourager. Il faut vraiment se dire, ok, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de tutos, comme je vous l'ai dit, hein, déjà sur le sujet. Je vais prendre mon temps, je vais apprendre ça, et je vais comprendre un peu la logique. Mais voilà, c'était vraiment pour comprendre ça, quoi. C'est vraiment pour comprendre ça, c'est très important. Et voilà pour cette première visite guidée, pour cette première découverte d'Unreal Engine. Alors ici, on a vraiment posé les grosses bases, découvert un peu l'interface, fait en sorte que vous vous sentiez un petit peu à l'aise. Alors dans l'absolu, je peux vous l'assurer, on n'a même pas vu, mais même pas 1% des possibilités du logiciel. Tellement c'est énorme, tellement il y a possibilité de faire beaucoup de choses avec. Moi, ce que je voulais, eh bien, c'est que, voilà, à la fin de cette vidéo, et j'espère que c'est le cas, vous ne vous sentiez pas désœuvré ou voilà, ça ne soit pas quelque chose de mystique, que non, au contraire, vous vous sentiez à l'aise de lancer, de faire quelques petits tests, etc. Et ben voilà, je pense qu'on y est carrément. Et si ça vous intéresse, eh bien surtout n'hésitez pas, vous allez trouver plein de cours sur Udemy, sur tuto.com, etc. qui vont vraiment vous permettre de bosser ça à fond. Vous allez trouver des formations de 50 heures, on va tout voir en détail, des choses comme ça. Je pourrais peut-être continuer un petit peu justement ce sujet-là et vous faire découvrir d'autres choses, ou pourquoi pas lancer une série de vidéos suivies, ça pourrait être super intéressant je pense. Mais en tout cas voilà, là, ça vous a permis, je pense, de découvrir un petit peu les bases et c'est vraiment ce que je recherchais. On va pas aller jusqu'à l'export parce que premièrement, je pense que le griffon ici, ça doit être un petit peu buggé par rapport à la façon dont on l'a intégré, etc. Donc il faudrait peut-être rechercher un petit peu. Et deuxièmement, voilà, il n'est pas dit qu'on ait installé tout le nécessaire pour faire l'export par rapport à Windows, je pense surtout par rapport à Windows 11. J'ai dû faire pas mal de petits tests pour trouver les bonnes libs spécifiques à installer parce que voilà, en fonction de la version, ça passait plus ou moins bien, on va dire ça comme ça. Donc je me souviens que j'ai recherché jusqu'à assez tard pour le premier export que j'ai fait. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez une vidéo vraiment sur l'export d'un projet sur Unreal Engine, à ce moment-là, je réinstallerai plutôt Unreal sur une machine virtuelle ou un truc comme ça pour avoir une installation vraiment propre et vous dire, ok, spécifiquement, c'est telle ou telle librairie qu'il faut mieux installer, surtout par rapport à Windows 11, etc. J'ai dû faire pas mal de recherches sur le sujet, mais j'ai pas envie de vous dire, voilà, il y a 10 libs, installez les 10 au pif et il y en a une qui va fonctionner dans le lot. Si vous avez la version précise, eh bien dites-le dans les commentaires, ça peut toujours aider. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo découverte, franchement, elle a pu vous permettre de vous dire, ok, ouais, non, c'était sympa, j'ai fait un premier pas, c'est cool, et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de continuer, franchement, ça serait juste l'objectif qui soit accompli, quoi. Donc j'espère vraiment avoir pu vous faire découvrir les bases d'Unreal grâce à ce tuto, cette visite guidée. Et si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo, pourquoi pas, à liker, à vous abonner. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt, ça a encore été un plaisir de partager tout ça avec vous. À bientôt.